Qui est Juanma Lillo, le nouvel adjoint de Guardiola à Manchester City? Pourquoi son histoire fait qu'il n'est pas un adjoint comme un autre? Pourquoi est-il un personnage peu connu mais très important pour comprendre le foot actuel? Et surtout, pourquoi Guardiola l'a-t-il choisi comme adjoint? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité du retour du football italien et de la Liga. Et la Liga justement, j'avais comme plan d'en parler dans la vidéo d'aujourd'hui, mais il y a quelques jours est sortie cette information, Juanma Lillo devenait le nouvel adjoint de Guardiola à Manchester City. Je vous ai demandé sur Twitter si ça vous disait que j'en fasse une vidéo, vous avez été unanimement positif et du coup, nous voilà. Alors peut-être ne connaissez-vous pas Juanma Lillo et à titre de préambule, laissez-moi juste préciser que j'aurais pas fait une vidéo sur le nouvel adjoint de Guardiola si c'était une personne lambda. Non, Juanma Lillo c'est quelqu'un de très spécial et du coup je vous propose de le découvrir. Juan Manuel Lillo, 54 ans, espagnol, basque pour être plus précis et natif de Tolosa. Pour la petite histoire, Tolosa c'est également la ville d'origine de Xabi Alonso. Alors Lillo, c'est quelqu'un qui est extrêmement précoce sur les bancs, puisqu'il commence à entraîner à 16 ans, à 19 ans, il entraîne déjà en 4e division espagnole, à 25 ans en 3e division, et à 26 ans, alors qu'il est sur le banc de la Cultural Leonesa, saison 1991-1992, qu'est-ce qu'il fait? Il invente le 4-2-3-1, ni plus ni moins. Alors c'est vrai qu'il faut toujours faire attention avec ce terme d'inventeur, peut-être que quelqu'un par le passé utilisait déjà ce système, mais Lillo c'est la première personne qui va le faire à dessein avec un objectif particulier. Ce système, ce dispositif, pour utiliser des mots plus corrects, il permet d'avoir une occupation rationnelle des espaces en attaque, et il permet d'avoir plusieurs échelons, plusieurs hauteurs. C'est quelque chose que Mourinho défend par exemple, il aime beaucoup le 4-2-3-1 parce que ça permet d'avoir différentes hauteurs sur le terrain, d'avoir des joueurs entre les lignes, d'avoir différents péages si on peut dire. À la différence d'un 4-4-2 par exemple qui est un système extrêmement plat. Le but de ce système, quel est-il? Eh bien, c'est d'enlever des joueurs de la ligne d'attaque pour les positionner derrière le ballon et faire qu'ils arrivent lancés proche de la surface. Dans le vocabulaire des coachs espagnols, il y a une différence qui est assez importante entre le fait d'être dans une zone et d'arriver dans une zone. Et justement, ce système, il enlève des joueurs qui sont proches de la surface pour faire que les joueurs arrivent proche de la surface avec de la vitesse. Et puis ce système, il a un deuxième objectif qui se situe dans le pressing. Il permet d'avoir énormément de monde pour aller presser très haut, une pression très agressive, et c'est pas une question de développer son jeu et ensuite presser à la perte, c'est une question de presser, récupérer le ballon pour pouvoir développer son jeu très haut. Une idée extrêmement à la mode ces temps, curieusement, surtout en Allemagne d'ailleurs, désorganiser l'adversaire par notre pressing, ensuite attaquer à partir de ça. Et ce qui est assez ironique, on va dire, c'est que ce système avait des visées extrêmement offensives, mais il va être recyclé, adapté, popularisé avec généralement, parce que il n'y a pas un déterminisme des systèmes, mais avec des objectifs plus défensifs. On insiste énormément sur la notion d'équilibre, généralement, encore une fois, généralement, quand on parle du 4-2-3-1. Vous comprendrez alors qu'à 26 ans, il a quand même déjà quelques accomplissements à son actif, mais la consécration, elle va arriver quelques années après. Parce qu'à 27 ans, il atterrit à Salamanca, en 3e division, et 2 ans plus tard, il est en Liga, toujours avec Salamanca. En 2 ans, il a fait monter l'équipe 2 fois consécutivement et il devient à 29 ans le plus jeune entraîneur de l'histoire de la première division espagnole. C'est un peu le Nagelsmann de la Liga, à la différence que Nagelsmann il s'inscrit un peu dans un contexte, le contexte des baby coach allemands. Lillo lui c'est un peu un précurseur parce qu'à l'époque un entraîneur de 29 ans en Liga c'était absolument impensable. Le truc c'est qu'à la suite de ces années il va connaître quelques passes plus compliquées. Il va se faire virer 4 fois en 5 ans de 4 équipes différentes, c'est un record, vraiment c'est un record. Alors à sa décharge, c'est vrai que souvent il est arrivé dans des équipes qui étaient faites pour jouer le maintien, ou peut-être pas faites pour jouer le maintien tout simplement, c'était peut-être logique qu'elles descendent, ça a été le cas 3 fois sur 4, et à Salamanca par exemple, les joueurs avaient exprimé leur désaccord vraiment avec la décision de leurs dirigeants de virer Juanma Lillo, ils avaient fait un communiqué en 4 points. Nous joueurs, nous positionnons contre la décision des dirigeants pour telle raison. Et puis à Saragossa, c'est l'exception parce que c'était pas l'objectif de jouer le maintien, mais il va se faire virer seulement après 4 journées. Et le jour où il se fait virer, il sort du vestiaire et ses joueurs vraiment l'applaudissent. Le fait que Lillo soit viré, mais qu'il ait toujours le soutien de ses joueurs, ce sera vraiment une constante dans sa carrière. Et au milieu de ces années de malheur, en quelque sorte, il va faire une rencontre qui va changer sa vie, mais ça, il ne le sait pas encore.
Cette fameuse rencontre, elle survient le 1er septembre 1996. 96 si ça vous chante de faire du calcul mental. Ce jour-là, la modeste équipe d'Oviedo coachée par Lio affronte le grand Barça coaché par Bobby Robson et un certain José Mourinho dans le rôle d'assistant. Les 45 premières minutes, c'est une démonstration d'Oviedo. Ils vont vraiment marcher sur le Barça, ils vont vraiment le faire courir. Ils se saisissent du ballon et ils font tourner et ils font tourner. Alors l'issue, elle n'est pas si heureuse que ça parce qu'Oviedo perd 2-4, mais c'est presque anecdotique en comparaison de ce qui va se passer ensuite. À la fin du match, Guardiola, il rentre dans le vestiaire d'Oviedo et dit « Je veux parler à Juanma Lillo ». Il lui dit toute l'admiration qu'il a pour lui en fait. Il dit « J'ai jamais vu une équipe aussi modeste jouer autant bien ». Déjà, j'avais été assez interloqué par ton équipe de Salamanca quand on a joué contre toi la saison passée. Et vraiment, j'admire beaucoup, j'admire tes idées. Pour Lio, qui a 31 ans, c'est vraiment un moment très important. Il est hyper flatté parce qu'encore une fois, c'est un technicien d'une équipe assez modeste. Et ce jour-là, pour la petite histoire, les supporters d'Oviedo demandent à ce que l'équipe ressorte des vestiaires, revienne sur le terrain pour qu'ils puissent applaudir leurs joueurs tellement ils ont bien joué ce jour-là. Cette première rencontre va marquer le début de leur relation, ensuite ils vont devenir assez proches et se côtoyer plutôt régulièrement. Et si Guardiola est admiratif, c'est vraiment pas pour rien. Parce que c'est pas comme aujourd'hui où l'entraîneur d'une équipe modeste peut plus ou moins copier les idées d'un grand entraîneur parce qu'il y a beaucoup d'informations à disposition et les informations circulent assez vite. Non, là on est dans les années 90, il y a tout qui est beaucoup plus compliqué. Et la grande force de Lio, c'est pas seulement d'avoir copié certaines idées cruyffistes, mais vraiment d'avoir doté le jeu de position d'un corpus intellectuel et théorique. Il a vraiment théorisé les idées de Cruyff, parce que clairement, il ne faut pas compter sur Cruyff pour théoriser quoi que ce soit. Cruyff, c'est un génie absolu, et il y a vraiment tout qui sort de son cerveau, de ses intuitions, mais c'est assez artisanal. Et un jour, il peut dire une chose, le lendemain, dire tout et son contraire. Il aura quand même raison parce que c'est Johan Cruyff. L'épisode suivant qui mérite d'être raconté dans la relation Juanma Lillo-Josep Guardiola, il intervient en 2003. 2003, année d'élection présidentielle à la tête du Barça. D'un côté, Joan Laporta et de l'autre côté, son rival Lluís Bassat. Lluís Bassat, il a le soutien de Johan Cruyff et de Pep Guardiola qui figurent sur sa liste. C'est-à-dire que si Bassat est élu à la tête du club, son directeur sportif se nommera Pep Guardiola et l'entraîneur que Guardiola fera venir s'appelle Juanma Lillo. Et ça, c'est assez fou parce que Lillo, il a aucun palmarès. Il s'est fait virer 4 fois en 5 ans, on l'a dit avant, et ça fait 3 ans qu'il n'entraîne plus. Mais voilà, le Barça, c'est le Barça, ils ont cette tradition de faire venir des entraîneurs atypiques, inorthodoxes, mais je crois quand même que Lillo saurait constituer un sommet dans l'inorthodoxie. Bassat, il n'est pas élu, n'empêche que la relation entre Lillo et Guardiola, elle continue, et rendez-vous à l'épisode suivant, on est là en 2005. 2005, Juanma Lillo devient l'entraîneur des Dorados de Sinaloa, équipe mexicaine. Il propose à Guardiola de l'accompagner. Il y a quand même un certain nombre de problèmes parce que Guardiola, c'est plus un joueur de foot. Il est retraité depuis un petit moment, il a failli devenir directeur sportif, il est père de famille et surtout, Sinaloa, c'est l'une des régions les plus dangereuses du Mexique. Qu'est-ce qui va tout quitter pour aller se mettre dans ce bourbier? Eh bien, il le fait pour Juanma Lillo. Il dit textuellement, il est allé pour Juanma Lillo pour voir la méthodologie d'entraînement, pour voir comment il travaillait la défense, comment il préparait les entraînements. Je notais tout après chaque entraînement, les minutages, le temps de récupération, les exercices. Il va également apprendre tous les mouvements de relance et les marquages défensifs. Ce qui est assez fort, c'est que Guardiola, parfois, à l'entraînement, il prend certains de ses coéquipiers à part et il leur explique le football, il leur explique certains concepts. Il va un peu avoir, à d'autres moments, le rôle qu'a Eder Sarabia aux côtés de Quique Setién. Il va se substituer à la figure de l'entraîneur et il est dans la zone technique en train de diriger les matchs. Et Guardiola, il a tellement appris aux côtés de Juanma Lillo durant son aventure mexicaine qu'il dira « Lillo, c'est l'entraîneur qui m'a le plus marqué avec Johan Cruyff ». Et sachant à quel point Guardiola est fan de Johan Cruyff, qu'il ose mettre Juanma Lillo à côté de la plus grande influence qu'il ait eue, ça montre qu'il en a appris. Vous aurez compris qu'il y a des similitudes entre les pensées de Cruyff et de Lillo. Et dans cette partie de la vidéo, je vous propose d'examiner un peu plus en détail les idées du technicien espagnol. Alors, de 2007 à 2009, Lillo, il entraîne la Real Sociedad. Son contrat n'est pas reconduit, encore un échec, parce qu'il échoue à faire monter le club en Liga. S'ensuit une période de chômage, durant laquelle il va devenir le superviseur, le consultant officieux de Guardiola à la tête du Barça. Parce que durant les premiers mois de Guardiola sur le banc du Barça,
Ce dernier a besoin de quelques conseils méthodologiques sur comment organiser les entraînements surtout, et là Lio va l'aider un peu. En fait, Lio il dit Guardiola et moi on a une pensée très similaire, on cherche à créer des supériorités à partir de la position. C'est en quelque sorte un résumé, un condensé de ce qu'est le jeu de position. Une autre phrase de Lio pour la route, cette phrase lui dit « Je comprends pourquoi les clubs virent des entraîneurs, mais je comprends pas pourquoi les clubs engage des entraîneurs. » Cette histoire, c'est autant un mystère que la recette du Coca. Il dit ça lors de son premier jour en tant qu'entraîneur à Almeria. Super la présentation. Et d'ailleurs, Almeria, ça va être sa dernière étape en Espagne. Il va prendre la porte après un 8-0 qui lui a été infligé par le Barça de son ami Guardiola. Le foot est tellement cruel parfois. Alors ensuite, il rebondit en Colombie, 6 bons mois à la tête des Millonarios, 2 mauvais mois virés. Il devient ensuite assistant de Sampaoli avec le Chili et avec Séville, ça se passe assez bien, voire très bien. Et ensuite, une fois qu'il se départit du staff de Sampaoli, il va se retrouver à la tête de l'Atlético Nacional, équipe de Medellín, Colombie. Et là, ça va être compliqué. Ce deuxième passage en Colombie, c'est un gros échec, mais c'est un échec qui permet de comprendre mieux qu'aucun autre ce que représente Juanma Lillo. Lors de sa première conférence de presse, il dit qu'il ne peut pas promettre des résultats. Il peut promettre du jeu, mais il ne peut pas promettre des résultats. Et ça marque un gros contraste avec son prédécesseur qui, lui, avait promis des résultats dès son arrivée. Et c'est extrêmement contre-culturel, pour ce club de Medellín, qui est le club le plus titré de Colombie et qui, à l'époque, est quand même le champion d'Amérique du Sud. Ils ont remporté la Libertadores. Vous êtes le plus grand club du pays, vous avez un entraîneur qui arrive et qui dit « Moi, les titres, je ne peux pas en parler ». Mais pourquoi est-ce que Lillo dit qu'il ne peut pas promettre des résultats? Eh bien, parce que selon lui, ça veut rien dire en fait, ça veut tout simplement rien dire. Le résultat, c'est uniquement un élément statistique. Le taux de natalité augmente, est-ce que c'est enrichissant? Non, mais le processus qui a mené à ça, c'est enrichissant. L'épanouissement, il vient du processus. On fait des débats sur le jeu, pas sur les résultats. Les résultats, ils ne sont pas débattables, ils sont. Est-ce que vous achetez le journal le lundi pour 1 € uniquement pour voir la liste des résultats? Est-ce que vous allez dans un stade de football à la dernière minute d'un match seulement pour regarder le tableau d'affichage et ensuite partir? Vous regardez les 90 minutes. Et les 90 minutes, c'est le processus. Cet entraîneur, dans sa carrière, il a souvent été traité d'escroc, de vendeur de fumée, mais lui dit que les vendeurs de fumée, c'est justement ceux qui promettent des résultats. Parce qu'on ne peut pas promettre des résultats, ça ne veut rien dire, c'est une escroquerie totale. Mais ça, les journalistes ont un peu du mal à le comprendre, ils soutiennent rarement ces positions, et puis en plus, les journalistes, ils n'aiment pas trop qu'on leur explique leur métier, ils n'aiment pas trop qu'on leur explique le jeu. Quand Lillo dit qu'Iniesta est plus rapide qu'Mbappé, quand il dit que l'attaque et la défense, ça n'existe pas, quand il dit que lui, il n'est pas du tout idéaliste, qu'il est pragmatique, quand il dit que les actions individuelles n'existent pas, mais forcément, ça dérange. Lillo, c'est un peu un entraîneur comme Bielsa qui force les journalistes, ça c'est Christophe Kuchli de Vue du Banc qui le disait, à examiner vraiment leur connaissance du football. On ne peut pas tricher avec Lillo et Bielsa, c'est vraiment bas les masques, vous êtes rapidement confrontés à la limite de vos connaissances. À propos des entraîneurs qui vendent des résultats et des journalistes qui défendent ces entraîneurs-là, Lillo dit la chose suivante. Ça me dérange que les allées de ces entraîneurs soient dans les médias, que le journalisme analyse tout à travers le succès. Et en conséquence, le journalisme gagne toujours. Les analyses, les rapports sont toujours menés à travers les succès et du coup, ils ont toujours raison. Personne ne regarde les processus excepté à travers le prisme du résultat. C'est immensément opportuniste et c'est faux. C'est mal. Le problème de Lillo à l'Atlético Nacional, c'est que les résultats ne sont pas là et le jeu non plus. Ça joue même pire qu'avant. Du coup, les supporters de l'Atlético Nacional manifestent à l'extérieur du stade et demande la tête de Lillo. Lillo du coup démissionne, mais avec le soutien de tout son vestiaire et de ses dirigeants qui l'accompagnent en conférence de presse. Encore une fois, il quitte un club avec le soutien des siens, c'était le cas à Salamanca et à Saragossa. Lillo, on peut dire que c'est un escroc, que c'est un vendeur de fumée, que c'est un philosophe, que c'est un petit professeur, n'empêche qu'il a toujours réussi à trouver un poste. Et pour moi, il est surtout victime d'un double standard, comme d'autres entraîneurs. Les entraîneurs qui ont des idées et qui défendent ces idées, qui défendent une certaine manière de jouer au football, dès que ça ne fonctionne pas, on les attaque sur ces idées et on remet tout en question. On les traite de philosophes, d'escrocs, de vendeurs de fumée, etc., etc.
En revanche, les entraîneurs qui défendent rien en particulier, qui n'ont pas d'ambition particulière à part de gagner, qui mettent pas la méthode plus en avant que le résultat, eux, quand ça va pas, ça va pas, ok, c'est un échec. Il n'y a personne qui leur tombe dessus vraiment avec tant de véhémence. On a plus l'impression qu'aux yeux des médias, c'est mieux de ne pas avoir d'idées que d'en avoir. Alors que les entraîneurs qui se ratent, il y en a de tous les bords. Certains ont des idées, d'autres n'ont pas d'idées, mais ce qu'on défend, c'est pas la supériorité morale de nos idées sur celle d'un autre, c'est juste le fait d'avoir des idées. C'est normal qu'un entraîneur qui a des idées, il se rate, parce que tous les entraîneurs se ratent. Mais à chaque fois qu'il y a un entraîneur qui a des idées qui se ratent, j'ai un peu l'impression qu'on le pointe du doigt avec beaucoup plus d'insistance qu'un entraîneur qui n'a pas vraiment d'idées, qui défend la conquête du résultat. Alors c'est vrai que Lio, il a plein d'échecs dans sa carrière, il ne faut pas occulter ça, il ne faut pas se mettre un doigt dans l'œil, mais c'est le cas de plein d'autres entraîneurs. C'est le cas de plein d'autres entraîneurs, et quand on va dire Comboiré retrouve un banc, quand René Girard retrouve un banc après tous ces échecs, il n'y a personne qui l'accuse d'être un escroc, un vendeur de fumée. Non, c'est un entraîneur comme un autre. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir l'avis qu'ont eu les joueurs qui ont été entraînés par Lio et par d'autres entraîneurs type Bielsa. Comme Bielsa, Lio, c'est un entraîneur qui a suscité beaucoup d'avis positifs chez les joueurs qu'il a eu sous ses ordres. Xabi Prieto et Loco Abreu, ils disent que ça a été le meilleur entraîneur de leur carrière, qui avait énormément de plaisir à être dirigé par lui. Et un joueur avec qui j'avais parlé qui s'appelle José Pedro Saguelan, qui avait été entraîné par Lio, il me disait que c'était super, c'était vraiment un professeur qu'il avait appris énormément à ses côtés et que ça fait 10 ans qu'il n'avait plus eu contact avec lui, mais qu'il regardait toujours des conférences de presse de Lio parce qu'il en apprenait toujours énormément. Venons-en à présent au dernier volet. Qu'est-ce que Lio va pouvoir apporter à Guardiola du côté de Manchester? Je pense qu'à la différence de 2008, actuellement Guardiola, les aspects méthodologiques, il les maîtrise parfaitement. Il n'a plus tant besoin de Lio pour ce qui concerne le côté macro d'être un entraîneur de football. Il a davantage besoin de lui pour les détails, le micro. Pour les petites adaptations, comment est-ce qu'on fait attaquer cet intérieur, quel rôle on donne à cet ailier, etc., etc. Il faut savoir que cette idée assez incroyable et assez géniale de placer les latéraux à l'intérieur du jeu en phase de possession pour prévenir la perte et les contre-attaques, une idée qu'on a vue en premier émerger dans le Bayern de Guardiola, c'est Lio qui la propose à Guardiola, c'est Lio qui la lui soumet. Un jour, ils ont une discussion et Lio lui propose ça et Guardiola l'adopte. Et justement, je pense que d'avoir un entraîneur qui est proche de ses idées, mais qui est capable de défier Guardiola sur le plan intellectuel, sur le plan conceptuel, ça peut apporter pas mal aux techniciens catalans à ce stade-là de sa carrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'espère que j'aurai pu rendre compte fidèlement des idées de Lio, de son importance auprès de Guardiola et dans le football espagnol, parce que les idées qu'il défend, elles sont défendues par beaucoup de monde en Espagne et ça a fait le succès du football espagnol durant un certain temps aussi. Et rendez-vous compte, dans 3 jours, on a un City Arsenal et dans le trio Arteta, Guardiola, Lio, tout le monde aura été l'adjoint d'un autre à un moment donné. Je trouve ça assez génial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Nous, on se retrouve dans une semaine, comme d'habitude, dimanche, 10h exactement. Vous avez bien suivi. Allez, à toutes!